Donc nous avions deux grands témoins, vous l'avez compris aujourd'hui. Nous avons démarré ce matin avec l'intervention de Nathalie Pasquet pour l'ADEME et nous allons terminer cette journée avec l'intervention de celui qui nous fait l'honneur de venir dans un département qu'il connaît bien, je le sais, dans les Vosges, Jean Pisani-Ferry. Et permettez-moi, avant de vous laisser démarrer votre présentation sur le coût de l'inaction climatique, de faire part de mon étonnement, un étonnement positif, parce que je vois souvent des grands témoins arriver avec des PowerPoint tout prêts. Qu'ils remettent un petit peu de façon anonyme au gré de leurs interventions partout en France. Et je vous avais à côté de moi toute la journée. J'ai vu que votre PowerPoint, vous l'avez construit en fonction de ce qui s'était dit ce matin, que vous avez pris des notes et que vous avez été extrêmement attentif à toute la journée. Donc déjà, merci beaucoup, monsieur. Et nous sommes impatients de vous écouter sur le coût de l'inaction climatique. Je l'ai un peu adapté, mais je pensais que c'était bien parce que moi, je venais aussi pour écouter. Et donc pour réagir à ce qui se disait. Et donc j'ai intégré un certain nombre de choses dans le PowerPoint. Je voudrais vous parler de deux choses dans le court temps qu'on a sur le coût d'inaction climatique, mais aussi sur le rôle des collectivités territoriales. Donc ce sera deux parties qui ne sont pas forcément liées entre elles, mais que je crois utile de traiter l'une et l'autre. Voilà. Alors, d'abord, il y a deux questions, je pense, sur l'atténuation. Vous savez que en matière de politique climatique, on distingue l'atténuation et l'adaptation. Beaucoup de ce qui a été présenté, l'essentiel de ce qui a été présenté avait trait à l'adaptation, mais il y a aussi la question de l'atténuation. Et donc, la question pour l'atténuation, c'est est-ce qu'il faut agir ici? Pourquoi agir ici? Et pourquoi agir maintenant? Et évidemment, ce sont des questions qu'on n'évite pas et qui sont au cœur de la réticence à l'action climatique. Pourquoi? Parce que la France aujourd'hui représente 0,7% des émissions mondiales de CO2, la Chine 32%, la France est en baisse, comme d'ailleurs la totalité des pays avancés. La Chine est toujours en hausse, bien qu'on attende incessamment que les émissions culminent et elles se retournent. Mais derrière la Chine, il y a l'Inde, qui est très loin du moment où les émissions vont se retourner. Donc aujourd'hui, l'avenir du climat ne se joue pas dans les économies avancées, en dépit de M. Trump, il se joue essentiellement dans les économies émergentes et en développement. Donc, face à ça, on peut se dire priorité à l'adaptation, peut-être pas nécessairement contribuer à l'atténuation, puisqu'on représente une part si minime du problème. Ça, c'est une première question. La deuxième question, c'est pourquoi agir maintenant? Pourquoi agir maintenant? Le prix des panneaux solaires a été divisé par 3 depuis 10 ans et par 24 depuis 25 ans. Donc, la question, c'est est-ce qu'il faut attendre parce que le progrès technique continue, le progrès technique est extrêmement rapide. J'ai pris le cas du prix des panneaux solaires, mais on peut dire la même chose du prix des batteries, le prix des éoliennes, du prix je ne sais plus ce que je voulais mentionner, mais un autre équipement de pompe à chaleur. Donc on peut se dire, pourquoi ne pas attendre? Alors, sur ces deux points, ça c'est le prix des panneaux photovoltaïques. Donc je vous donnais la statistique. Ça, c'était le graphique. J'attire votre attention sur le fait que l'échelle n'est pas une échelle linéaire, c'est une échelle logarithmique, c'est-à-dire qu'en fait, si vous le représentiez sur une échelle linéaire, vous verriez une courbe qui plonge complètement. Et vous avez une accélération depuis les années 2010. Donc ça, c'est très, très marquant. Et donc, ce qu'il faut faire par rapport à ça, c'est de se dire quel est le coût de l'action, quel est le coût de l'inaction. Alors, le coût de
l'action en matière d'atténuation, c'est, on l'a chiffré dans le rapport dont vous parliez tout à l'heure, et il n'a pas été contesté, ce chiffre, il est pour la transition vers la neutralité carbone, il est de l'ordre de 60 à 70 milliards par an, coûts publics et privés, à peu près, enfin les proportions peuvent varier, mais c'est à peu près le même coût qu'on a pour l'Union européenne dans son ensemble ou pour le Royaume-Uni, donc on a des évaluations assez convergentes. Et pourquoi est-ce que ça coûte si cher ? Parce qu'en fait, la manière principale dont on se débarrasse des fossiles, c'est en remplaçant les fossiles par du capital. Pourquoi ? Parce que les centrales nucléaires, les éoliennes, même les fermes solaires, ce sont des équipements qui sont coûteux en capital, il faut payer au départ, et ensuite, à terme, ça peut être aussi efficace, voire plus efficace, que quelque chose qui repose sur les fossiles. Mais le système décarboné, il nécessite une mise de fonds initiale. Et une mise de fonds initiale qui est loin d'être négligeable, puisque ça fait de l'ordre de 2 points de PIB, et si on compte en milliards, donc 60 à 70. Ça vous explique pourquoi, mais je vais sauter ça. C'est un graphique qui est tiré de données britanniques qui montre pourquoi on a une montée en régime de l'investissement partie en bleu au-dessus de la ligne, et on a des gains d'efficacité qui viennent progressivement en dessous de la ligne et qui, à terme, compensent complètement les gains du coût d'investissement. Oups. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi est-ce qu'il faut agir maintenant et pourquoi c'est important ? Eh bien, parce que ce qu'il faut savoir, mais vous le savez certainement, c'est que le réchauffement, il est fonction du stock de gaz à effet de serre qui sont dans l'atmosphère. Il n'est pas fonction du flux. Donc il ne s'agit pas simplement d'arrêter d'émettre, il s'agit de ramener les émissions à zéro, les émissions nettes à zéro. Et ça demande beaucoup d'efforts, et c'est essentiel du point de vue de l'effet sur les températures. Les deux courbes que vous avez en bas, ce sont des courbes dans lesquelles on arrête les émissions nettes soit en 2025, ce qui évidemment est une fiction, soit en... pardon. Non, pardon, c'est une erreur. C'est en baisse dès 2050 et neutralité carbone atteinte en 2075. Donc, ce sont deux scénarios qui sont en fait l'un et l'autre largement hors d'atteinte. Et les autres scénarios que vous voyez là sont des scénarios dans lesquels on continue à émettre, et à ce moment-là, on atteint des températures qui sont des températures absolument considérables. Donc au lieu de s'arrêter aux alentours de 2 degrés, on continue gaillardement jusqu'à 3, 4, 5 degrés. Donc c'est pour ça qu'il faut agir, et qu'il faut agir rapidement. Pardon. Hop. Attendez. J'ai un problème de... Voilà. Alors, qui porte ce coût ? Ce coût, donc, de 60 à 70 milliards pour la France, il est porté en partie par les entreprises, en partie par les ménages, en partie par les collectivités territoriales et en partie par l'État. Donc c'est un coût d'investissement, ce n'est pas un coût budgétaire, c'est un coût d'investissement. Et on peut agir sur sa répartition, sa distribution entre les différents acteurs. Lorsque vous faites une réglementation qui oblige
les entreprises à changer, réduire leurs émissions d'une manière ou d'une autre. Vous faites porter le coût de cette réduction des émissions sur les entreprises. Lorsque vous les subventionnez, c'est l'État ou les collectivités publiques qui portent le coût. Lorsque vous baissez les dotations au fonds vert, ce qui n'est pas une fiction, puisque c'est en train de se passer, eh bien, ça veut dire qu'on déplace le coût de l'État vers les collectivités territoriales. Donc, le montant total n'est pas vraiment variable. Les estimations qu'on a publiées n'ont pas été contestées, mais la répartition de ce coût est fonction des politiques qui sont conduites. Ça, c'est la répartition entre les acteurs. L'autre chose, c'est la répartition dans le temps. Alors, reporter l'ajustement dans le temps a plusieurs effets. D'abord, compte tenu du fait qu'il y a des contraintes de capacité sur la production de ces équipements et sur l'installation de ces équipements, les reporter trop, ça conduit à buter sur les contraintes de capacité. En revanche, à l'inverse, le progrès technique donne lieu à un allègement de la charge. Le problème, c'est que si vous jouez ça, eh bien, vous avez un épuisement plus rapide du budget carbone. Le budget carbone, c'est quoi ? Le budget carbone, pardon, là je suis, voilà. Le budget de carbone, c'est la traduction, en fait, du fait que la hausse des températures est fonction du stock de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, enfin le niveau atteint par les températures. Une fois que vous avez stabilisé les gaz à effet de serre dans l'atmosphère, la température est constante. Ça ne dépend pas du lieu d'émission et ça dépend faiblement de la date d'émission puisque les gaz à effet de serre restent très longtemps dans l'atmosphère. Donc, la conséquence de ça, c'est qu'il faut raisonner en budget carbone, c'est-à-dire si on continue à émettre, combien est-ce qu'on peut émettre pour limiter la hausse des températures à un certain niveau. Donc, en gros, les émissions actuelles mondiales, c'est de 42 milliards de tonnes. Pardon, les émissions... non, c'est les chiffres... Oui, non, pardon, les 42 milliards de tonnes. Le budget restant pour limiter le réchauffement en dessous de 1,5 degré, c'est 6 ans. Donc ça veut dire qu'il faut, effectivement, on n'a pas une durée très longue devant nous. Il faut qu'au niveau mondial, ce qui évidemment ne sera pas atteint, c'était le graphique que je présentais tout à l'heure, on s'attache le plus rapidement possible à réduire les émissions et à les ramener à zéro. Voilà. Pardon, ça j'ai déjà passé. Voilà. Alors maintenant, si on parle du coût de l'inaction, on doit parler aussi de l'implication de l'inaction climatique sur le réchauffement du climat, avec le fait qu'on va renforcer le coût de l'adaptation. C'est-à-dire, si on réduit le coût, si on réduit les investissements au niveau mondial dans l'atténuation, on augmente la nécessité de s'adapter au changement climatique. Et donc, on peut mener des politiques d'adaptation. C'est de ça dont on a parlé, en fait, essentiellement aujourd'hui. C'est-à-dire, que peut-on faire au niveau local pour s'adapter à un changement climatique qui est, pour un pays comme la France, qui est une donnée. Mais une fois qu'on a
mener des politiques d'adaptation, on a toujours un coût qui reste, ce qu'on appelle en anglais le losses and damages, ce qui est en français les pertes et dommages, ce qui reste une fois qu'on a mené des politiques d'adaptation. Voilà. Et ça, je ne sais pas si vous connaissez ces cartes, ce sont les cartes de prévision de la hausse des températures en France, dans 2 scénarios. Le scénario à gauche, c'est le scénario dans lequel on limite les émissions, on les réduit assez rapidement, et le scénario à droite, la carte de droite, c'est la carte d'évolution des températures. Donc, il se trouve que la France se réchauffe plus vite que le reste, et l'Europe se réchauffe plus vite que le reste de la planète. Donc, on est amené à se préparer, et c'est la politique qui a été mise en place, notamment par Christophe Béchu quand il était ministre de l'Environnement, c'est-à-dire qu'il faut se préparer à un plus 4 degrés en 2100. Ce qui évidemment est considérable, et en particulier frappe les régions du centre et de l'est de la France. Le nord et l'ouest sont plutôt épargnés. Le coût économique de ce réchauffement a longtemps été considéré comme finalement gérable. On s'est aperçu tout récemment qu'en fait les évaluations du coût économique du réchauffement étaient fondées sur essentiellement des cas dans lesquels on regardait ce qui se passait dans les villes qui se réchauffaient, pour le reste, dans les régions qui se réchauffaient, en supposant que le reste était donné. Sauf que le reste n'est pas donné. Le reste, c'est le réchauffement des océans. Et le réchauffement des océans a un effet très important sur le climat dans son ensemble. Et donc, on a été amené à réviser jusqu'à d'un facteur 6, donc 6 fois plus, le coût économique du réchauffement par rapport à ce qu'on pensait il y a encore 3 ou 4 ans. Donc c'est très récent, et ceci, ça n'inclut pas la possibilité qu'on atteigne des seuils d'irréversibilité, dont l'exemple le plus clair est le retournement du Gulf Stream. Donc ça, ce sont ce qu'on appelle des tipping points en anglais, hein, c'est-à-dire c'est des points, une fois qu'on les a atteints, on ne peut plus revenir en arrière, hein, puisque on revient en arrière à l'échelle de plusieurs millénaires. Donc on ne sera pas là pour l'observer, ni nos enfants. Donc l'action les incitations à l'action deviennent plus fortes, mais l'autre conséquence de cette révision à la hausse, c'est qu'on avait l'habitude de dire, depuis l'accord de Paris, qu'il fallait que tous les pays du monde agissent ensemble. Or, on voit bien que c'est très difficile, ne serait-ce que parce que les États-Unis ont aujourd'hui décidé de ne pas participer. L'autre conséquence de cette réévaluation à la hausse, c'est que ça peut être rentable pour des pays, enfin rentable, je veux dire efficace, pour des ensembles économiques de taille plus limitée, d'agir seuls. Et donc, typiquement, l'Union européenne a, dans ce genre d'évaluation, il y a une possibilité pour l'Union européenne, il y a une incitation pour l'Union européenne à agir seule, c'est-à-dire le bénéfice de son action peut être supérieur au coût de sa non-action, hein, de strict point de vue européen. Donc c'est vrai pour l'Union européenne, c'est vrai pour les États-Unis, bien sûr, c'est vrai pour la Chine, c'est vrai pour des grands ensembles comme ça. Voilà sur le premier point que je voulais traiter. Le deuxième point que je voulais traiter, c'était la question du rôle des collectivités territoriales.
Donc elles ont des compétences, mais ce n'est pas à vous que je l'apprends, des compétences étendues. Là, on a parlé surtout du bloc communal, mais si on ajoute d'autres échelons, on a une partie importante des investissements climat. Et on a, par exemple, les 3/4 des bâtiments publics relèvent des collectivités territoriales. Donc tout ce dont on a parlé en termes de réhabilitation, etc., c'est vraiment dans les collectivités territoriales que ça se passe. L'État, en fait, ne gère qu'un quart des bâtiments publics, enfin ne possède et n'a à sa charge qu'un quart des bâtiments publics. Les 3/4 sont du ressort des collectivités territoriales. Donc les collectivités territoriales sont, ne serait-ce que pour ça, des acteurs essentiels de la transition, et non seulement les bâtiments, mais aussi la gestion de l'eau, mais aussi les réseaux, mais aussi les mobilités, tout ça, ce sont des choses qui relèvent des collectivités territoriales à un niveau ou à un autre. Alors, quels sont leurs investissements et quels sont les besoins d'investissement? Ça, je m'appuie sur des évaluations de l'Institut d'économie pour le climat. Donc ça, c'est le montant des investissements des collectivités territoriales. Donc on est à un peu moins de 10 milliards par an. Et ça a progressé de manière sensible. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que le niveau atteint par rapport à l'objectif d'arrêt des émissions, c'est la moitié de ce qu'il faut atteindre d'ici 2050. C'est moins de la moitié de ce qu'il faut atteindre d'ici 2050. Et là, vous avez la répartition, donc vous avez la barre à gauche, c'est le niveau actuel, et la barre à droite, c'est le niveau qu'il faut atteindre avec la décomposition qui est importante parce que ça relève aussi des compétences de différents échelons de collectivités territoriales. La barre à droite vous dit ce qu'il faut atteindre. Donc, on est loin, on est très loin de ce qu'il faudrait faire. On a bien commencé, hein, mais on a devant nous un long chemin à parcourir pour atteindre l'objectif. Vous avez un long chemin à parcourir pour atteindre l'objectif. Alors, quelles sont les raisons, les obstacles qui demeurent? D'abord, il y a trop de dépenses brunes dans les collectivités territoriales. 8 milliards de dépenses brunes pour l'ensemble des collectivités territoriales. Donc ça, c'est tout ce qui est le chauffage, tout ce qui est les logements qui sont chauffés au fioul, le transport, etc. Donc ça reste... la tendance est à la baisse. Non, la tendance n'est pas à la baisse, pardon. Mais c'est assez stable. Et ensuite, il y a, mais on en parlait tout à l'heure avec M. Jourdain, il y a des freins très forts à l'endettement. Hein, parce que la bonne réponse par rapport à un problème de ce type, en principe, c'est l'endettement. C'est-à-dire c'est que les collectivités territoriales puissent s'endetter pour financer ces investissements qui sont nécessaires. Or, les freins à l'endettement, ils viennent en partie du fait qu'on agrège, dans les normes européennes, on agrège tous les échelons publics pour fixer des limites à l'endettement public. Et en partie, c'est les contraintes nationales, c'est-à-dire qu'il y a des limites nationales à la capacité d'endettement des collectivités territoriales, et pas simplement la limite consistant à dire qu'on ne peut s'endetter que pour investir. Il y a aussi des limites, disons, les Cours des comptes régionales adressent des observations lorsqu'elles trouvent qu'une collectivité territoriale est trop endettée. Et enfin, il y a une certaine répugnance à l'endettement, en particulier dans les petites collectivités, qui considèrent qu'une bonne gestion, c'est une gestion sans endettement. Donc ça, ce sont des obstacles importants. On peut voir comment les lever. Enfin,
Pour l'instant, ils sont là. Ah ben non, voilà. C'est fini. Pardon, c'était la dernière slide de mon PowerPoint. Donc, sur quoi je voulais attirer votre attention, c'est sur le fait que, donc, à la fois, les collectivités territoriales sont des acteurs très importants de la transition, à la fois aussi, il y a des obstacles réels qui demeurent sur un chemin dont elles n'ont collectivement franchi que la moitié de ce qu'elles doivent réaliser pour qu'elles contribuent à la hauteur de ce dont elles ont la charge à l'objectif national et européen de neutralité climatique en 2050. Merci beaucoup, M. Pisani-Ferry. On peut l'applaudir. Est-ce que je peux vous reposer la question que vous avez tout à l'heure posée à un de nos interlocuteurs, la question de l'échelle? Quelle est la bonne échelle? Il faut travailler sur toutes les échelles. C'est-à-dire qu'on est face à un problème mondial. Encore une fois, alors, je distinguerai entre l'atténuation et l'adaptation. Pour l'atténuation, on est par rapport à un problème face à un problème mondial. Une tonne de carbone émise n'importe où dans le monde a le même effet sur le climat. Donc, il faut agir à l'échelle globale. Et en même temps, il faut agir à toutes les échelles parce que c'est comme ça qu'on peut contribuer. Il ne faut pas que le fatalisme s'installe. J'en parlais tout à l'heure. De toute façon, on ne peut rien faire. Si, on peut faire quelque chose. Et on peut faire quelque chose, d'autant plus qu'on a réévalué en hausse le coût de l'inaction. Donc ça veut dire que l'action des pays, l'action du bloc de l'Union européenne, vous savez qu'il y a une politique climatique de l'Union européenne. Il y a des objectifs qui ont été fixés. Il y a un peu de vacillement ces temps-ci sur la poursuite sur ces objectifs. Mais enfin, pour l'instant, ça n'a pas été révisé. Donc il y a cet échelon. Et puis il y a les États, il y a les collectivités territoriales, pour toutes les raisons que j'ai dites. Donc je crois qu'il faut travailler aux différentes échelles. On a eu beaucoup de témoignages aujourd'hui d'élus engagés dans la transition. Forcément, ici, on a des gens qui sont depuis longtemps tout à fait conscients de ces enjeux, mais il y a aussi tous ceux qui n'ont pas encore démarré, qui aimeraient démarrer. Et moi, j'ai l'impression que la marche, elle est de plus en plus haute quand on veut démarrer en 2025, en 2026, en 2027, et que finalement, ne rien faire, ben c'est certainement plus facile. Ah, c'est certainement beaucoup plus facile. Mais d'abord, il faut distinguer là clairement entre l'adaptation et l'atténuation. Je crois que tout ce qu'on a discuté aujourd'hui, c'était de l'adaptation. Et ça, le changement climatique, il est en marche. Et je vous disais tout à l'heure, la cible, enfin pas la cible, mais la perspective pour les températures, c'est plus 4 degrés pour le territoire national en 2100. Donc ça veut dire qu'il y a une urgence à faire ces travaux d'adaptation. Et si vous ne les faites pas, si on ne les fait pas, on va buter sur l'insuffisance des compétences, sur les contraintes de capacité d'action des entreprises. Enfin, il y a beaucoup d'investissements à faire pour l'adaptation. Donc ça, c'est quelque chose sur quoi il ne faut pas hésiter. Et c'est un effort soutenu qui doit se poursuivre pendant des décennies. Est-ce que vous avez une question, une intervention? Monsieur le maire de Bouxurul, on vous écoute. Oui, voilà, je voudrais, sur le dernier slide, là, vous parlez de l'endettement, et je voudrais simplement parler de l'expérience qu'on a vécue au village. On a mis il y a 8 ans des panneaux solaires pour 70 000 € sur tous les bâtiments municipaux.
on a tout financé par l'emprunt, donc on n'a pas eu du tout de... Enfin voilà, et on a calqué nos remboursements en fait sur la vente d'électricité. C'est-à-dire que pour nous, communes, on n'a pas eu du tout de dépenses, enfin on a eu plus de dépenses, mais plus de recettes, ça n'a pas du tout impacté le budget municipal. Donc là, on va installer demain un éclairage public photovoltaïque. On vient d'installer encore des panneaux en autoconsommation individuelle. Et donc, dans 2 ans, quand on aura fini de payer le remboursement, on aura un budget énergie qui sera égal à 0. On a aussi mis une pompe à chaleur et on n'aura plus du tout dépenses d'énergie au village. Et donc, on s'est endetté, mais on s'est endetté sans vraiment influer sur nos recettes et nos dépenses de fonctionnement. Bouxuel, c'est moins de 200 habitants. Hein, c'est moins de 200 habitants, Bouxuel. C'est moins de 200 habitants. Monsieur Jourdain. Oui, j'ai posé la question tout à l'heure à M. Pisani-Ferry, mais est-ce qu'il ne serait pas utile, pour alerter un peu nos concitoyens, utile, et déjà, est-ce que c'est possible d'afficher une dette climatique? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de la dette publique, la dette du budget de l'État, 3 500 milliards. D'un côté, ça ne veut peut-être pas dire grand-chose à la plupart d'entre nous, mais si on affichait aussi cette dette climatique, ne serait-ce que pour la mettre en perspective avec d'autres dettes, est-ce que ce n'est pas quelque chose déjà qui pourrait avoir une vertu pédagogique, et puis peut-être aussi dans les réflexions sur les efforts qu'on a à faire? Puis après, est-ce qu'il n'y a pas des techniques? Vous parliez des freins, techniques de comptabilité publique. Alors c'est vrai qu'on a parlé ce matin du budget vert, de PPI vert, etc., qui permettent d'anticiper les investissements liés à la transition énergétique. Est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui, je sais pas, une déconsolidation à prévoir dans nos comptabilités publiques, des budgets spécifiques, des budgets annexes qui sont entièrement dédiés à la transition écologique et qui permettraient de s'auto-alimenter par les économies qu'on va faire par ailleurs sur la consommation d'énergie fossile ou des choses comme ça, quoi. Donc est-ce qu'il n'y a pas des techniques aussi budgétaires qui peuvent être quelque part des évolutions législatives, mais qui permettraient de répondre à certains freins, enfin en tout cas de contrer certains freins que vous avez cités? Je suis tout à fait d'accord avec vous. Je pense que si on s'endette, exemple que vous citiez, si on s'endette pour financer l'achat de panneaux solaires, on diminue d'une certaine manière sa dette climatique et on augmente sa dette financière, mais l'un et l'autre finalement se compensent. Hein, c'est ce que vous disiez. Donc on peut généraliser ce type de mesures, ce type de technique de mesure, c'est-à-dire faire en sorte que si on a une comptabilité de la dette climatique, ce qui veut dire qu'on ait des objectifs pour chaque niveau de collectivité territoriale, hein, et ça on commence à les avoir, puisque c'est l'idée des COP régionales. Si on a des objectifs à chaque niveau, ensuite, on peut comptabiliser de quelle manière on va réduire sa distance à l'objectif. Si on valorise ça par un prix du carbone, on a l'équivalent d'une dette, on peut exprimer ça en euros. Donc on n'a pas besoin d'exprimer ça en tonnes, on peut exprimer ça en euros. Et donc, ensuite, il y a évidemment la question de savoir de quelle manière la dette climatique compense la dette financière. Mais en tout cas, ce serait très utile de pouvoir afficher pour les collectivités territoriales, d'avoir une méthodologie commune pour faire ça et pour permettre que vous alliez devant vos électeurs pour dire certes, je me suis endetté du point de vue financier, mais j'ai réduit mon endettement climatique. Alors, on en revient à la question que vous avez posée lors de la première table ronde, c'est-à-dire comment on explique aux administrés des choix d'investissement. Si je fais ça, je ne ferai pas ça. Oui, oui, bien sûr, puisque vous faites tous face à des choix entre des priorités. Vous avez différentes priorités et vous devez les comparer entre elles et voir qu'est-ce qui correspond le plus aux souhaits de vos électeurs. Donc, on n'échappe pas à ces arbitrages. Hein. C'est clair que si on fait plus pour le climat, on fait moins dans d'autres domaines. En tout cas, à court terme.
Comment on fait ces arbitrages, monsieur le maire de Bouques-sur-Hull? Ça se fait au conseil municipal. Hein. On évalue. Enfin, on a une très forte. Le village a une très forte personnalité environnementale. On a plein d'actions dans ce sens. Et quand ça a été amené au conseil municipal, la réflexion, ça n'a pas duré. À part un qui avait eu une mauvaise expérience avec une installation chez lui, à l'unanimité, c'est parti, quoi. Et puis, ça n'a pas du tout affecté, notre budget, comme vous dites. On a transformé ça en dette financière, et voilà. Et dans 2-3 ans, on a fini, quoi. Donc vous allez gagner de l'argent à partir de maintenant. À partir de là, on va gagner. Voilà. On avait estimé le gain de 50 000 euros au bout de 25 ans. Voilà. Enfin, il faut dire quand même qu'à court terme, cet argent que vous avez mis dans l'installation de panneaux photovoltaïques, vous ne l'avez pas mis dans d'autres choses. Donc, il y a eu un choix à court terme. Même si à horizon pas si loin, de moins de 10 ans, vous pouvez dire que cet investissement a prouvé qu'il était rentable. On n'aurait pas emprunté pour autre chose. On a emprunté pour ça parce qu'on savait que derrière on avait les recettes qui venaient couvrir l'emprunt. Et autrement, on n'aurait pas emprunté de la même façon pour de la voirie parce que derrière on sait que les emprunts, il faut les rembourser. Une autre question, une autre intervention? Oui, monsieur. Oui, on n'a pas des comptes à rendre qu'à nos électeurs. Il faut aussi justifier des comptes équilibrés au niveau de la Cour des comptes aussi, au niveau des trésors publics. Et puis, c'est dans nos gènes aussi de ne pas dépenser plus qu'on a. Monsieur Pisani, rendre des comptes à la Cour des comptes, tout à fait. Oui, mais c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a des contraintes agrégées au niveau européen, et on a cette dette publique qui agrège les dettes de toutes les collectivités publiques, mais on a aussi des contraintes qui viennent de la Cour des comptes et des chambres des cours des comptes régionales. Mais celles-là, je pense qu'il faut les retravailler. Je ne dis pas qu'il faut les lever, mais il faut les retravailler. C'est pas à notre niveau, désolé. Comment ? C'est pas à notre niveau qu'on peut gérer ça. Non, mais je suis d'accord avec vous. C'est pas vous qui pouvez faire ça. Mais je pense qu'il faut revoir ces contraintes parce que, pour la raison que vous donniez, c'est-à-dire c'est un endettement vertueux. Et ça, il ne faut pas que les cours des comptes régionales continuent de traiter tous les endettements de la même manière. D'où l'intervention de M. Jourdain et cette dette que vous avez appelée environnementale, écologique, c'est cela, Monsieur le Vice-président? Oui. Une autre intervention? On n'a pas de budget en déficit dans nos collectivités. Ouais. Monsieur. Le but, c'est pas d'être en déficit, c'est d'investir davantage. On sait qu'on n'a pas le droit d'emprunter pour du fonctionnement. Là, c'est d'emprunter pour de l'investissement. Mais effectivement, d'emprunter plus qu'on emprunte aujourd'hui, parce que y a d'autres enjeux que simplement rembourser la dette. Oui, ou je vais prendre un exemple connu. Faire moins de ronds-points et faire plus vous pouvez vous endetter pour faire des ronds-points, mais vous ne pouvez pas vous endetter de la même manière pour faire des investissements dans la transition écologique. Donc, il y a une question de traitement des différents types d'investissements. Arrêtez de tourner en rond pour enfin avancer. Monsieur, vous pouvez allumer votre micro, on vous entendra mieux. Non, ça c'est la lampe. Regardez. Les techniques modernes, ça m'a... Voilà, je suis Bernard Duc, je suis au panel citoyen depuis 4-5 ans. Et les questions que je vais poser là à l'instant, je les ai déjà posées il y a 4 ans, 5 ans. Et c'est pas que des questions de fric en fait. Ce qui m'amène à poser la question là, je fais souvent le trajet Mirecourt-Nancy, ou dans un secteur plus petit, le secteur de Dompierre. Et j'observe les paysages, mais c'est une catastrophe. Les paysages là, ils ont été agressés depuis des années. Il n'y a plus d'arbres, il n'y a plus rien.
Et donc c'est la destruction. Et faire quelque chose là-dedans pour protéger l'environnement, ça coûte rien aux collectivités. Et je m'adresse aux collectivités, mais c'est nous aussi, bien entendu, individus qui, on lutte pas avec assez d'énergie par rapport à ça. On a fait de la biomasse au moment-là. Moi, j'étais parmi ceux qui étaient un peu réticents. Je passe devant une biomasse à Chaumouzet. C'est des terrains de maïs. Les céréales, les bêtes, on n'en voit plus. Et ça a été financé par les collectivités, par ici peut-être. Enfin, il y a des subventions qui ont été versées. Bon, enfin, voilà, tout simplement pour dire que la biodiversité, ça serait peut-être, c'est quelque chose qui coûte pas bien cher, quoi. Et oui. Alors, comment il y a des élus? Pourquoi vous, élus, est-ce que vous ressentez la même chose un peu que moi par rapport à ça? Ou je suis peut-être avec toi. Enfin, voilà, un peu. Et ça me préoccupe au plus haut point parce qu'il n'y a aucune évolution positive dans ce domaine-là. Monsieur le vice-président. La disparition des arbres, tout ça. Oui, bon, sur la question de la méthanisation, on parlait de cette méthanisation, il n'y a pas d'argent public. Il y a juste une obligation, enfin un tarif de rachat qui est, en l'occurrence, c'est une méthanisation par injection, donc c'est sur le réseau gaz, donc il y a une obligation de rachat par par GRDF, mais nous, on n'a pas mis d'argent public, ni les collectivités du bloc communal. Il n'y a pas d'argent public sur une méthanisation. Bon, donc si ça peut vous rassurer là-dessus. Après, on ne peut pas réussir la transition énergétique et refuser tout projet d'énergie renouvelable. Alors, effectivement, il y a des effets négatifs. Il faut effectivement mieux réglementer les intrants dans un méthaniseur, essayer d'éviter qu'on y mette des cultures vivrières, qu'on puisse trouver, comme on le fait au département, la fauche de bord de route, les restes d'eau cantines scolaires. Vous savez qu'on a mis en place un système de collecte de nos biodéchets dans les cantines scolaires et tout aujourd'hui en méthanisation. Tout n'est pas parfait dans les énergies renouvelables. Mais si on ne fait rien, on va rester sur des énergies fossiles. Donc si votre discours, c'est de dire aujourd'hui, on a détruit les paysages avec les éoliennes, avec les méthaniseurs, mais oui, peut-être qu'il y a des atteintes à l'environnement, mais il n'y a pas d'activité humaine qui ne crée pas des atteintes à l'environnement. Donc effectivement, peut-être que les paysages, enfin franchement, quelques éoliennes, on a supporté des lignes à haute tension pendant des années, on peut accepter quelques éoliennes. La destruction, je pense que des arbres dans les campagnes autour de Mirecourt-Dompère, moi je ne sais pas à quoi vous faites allusion. Ça n'a rien à voir aujourd'hui avec les enjeux de la transition écologique. Il y a peut-être eu des pratiques agricoles qui ont fait que les collectivités, départements, régions et l'État ont des plans aujourd'hui de plantation de haies, on replante des dizaines de kilomètres, mais après c'est effectivement aux acteurs locaux, aux agriculteurs ou aux collectivités locales d'assurer la maîtrise d'ouvrage. Mais voilà, donc je ne vois pas à quoi vous faites allusion quand vous dites on a détruit les arbres dans ce secteur. C'est quoi? C'est la disparition des haies? Il y a eu la disparition, il y a eu le remembrement. Oui. Bon, mais après, les remembrements que fait le département, parce qu'on a la responsabilité du remembrement, enfin qu'on appelle l'aménagement foncier, il n'y a pas de remembrement aujourd'hui s'il n'y a pas en compensation des plantations de haies. Il y a même des subventions relativement conséquentes de la part du département sur tout ce qui est plantation de haies dans le cadre d'aménagement foncier. Actuellement, on doit intervenir sur le Roulier et la Bave, je crois, je ne sais plus où sont nos remembrements en cours. Systématiquement, effectivement, il y a des chemins qui sont détruits, des haies qui sont détruites, mais il y en a d'autres qui sont reconstitués ailleurs. Ça fait partie des prérogatives et des obligations qui sont faites lorsqu'on gère un aménagement foncier. Des hectares où vous traversez, il n'y a plus un seul arbre. Il y a moins de haies aujourd'hui qu'il y en avait il y a 30 ans, mais les politiques publiques aujourd'hui incitent à ce qu'il y en ait davantage et financent en tout cas ces projets. Monsieur Pisani-Ferry, mais pour aller dans le sens de ce que dit monsieur, c'est vrai qu'aujourd'hui l'État fait des choix et que l'on a incité à avoir des unités de méthanisation pour remplacer le gaz russe après le début du conflit en Ukraine. On peut parler des panneaux photovoltaïques sur les terres agricoles, ça c'est vrai aussi. Parfois il faut faire des choix au niveau de l'État et dans les collectivités, vous êtes amenés vous aussi à faire des choix parmi de nombreuses propositions. Donc comment est-ce que l'on met en premier choix des choix environnementaux ? Quand les incitations ne vont pas toujours dans ce sens-là. Si vous demandez
on a demandé, il y a une enquête à très large échelle qui a été faite auprès des citoyens dans un grand nombre de pays. Et les enseignements de cette enquête, c'est que la réalité du changement climatique est très largement reconnue, que personne ne doute vraiment du fait que le changement climatique, ça vienne de l'activité humaine, et qu'ensuite, les obstacles, les raisons de s'opposer à certaines mesures, ça vient soit que les mesures sont jugées inefficaces pour le climat, soit qu'elles sont jugées inéquitables du point de vue de la répartition de la charge dans la population, soit que ça touche particulièrement celles et ceux qui sont interrogés. Mais ça, c'est inévitable. Mais ce qui est clair, c'est que on entend beaucoup qu'il y a une espèce de backlash contre la transition. Il y a un backlash parce que les politiques qui sont mises en place ne compensent pas suffisamment les perdants. Le doute, ce n'est pas un doute sur la réalité du changement climatique. Les Européens et les Américains d'ailleurs aussi ne sont pas sceptiques sur ce sujet. En revanche, ils sont exigeants par rapport aux politiques qui sont mises en place. Une autre question, une autre intervention ? Ce sera votre dernier mot, mesdames, messieurs, pour clôturer cette journée, pour clore cette journée. Bien, merci beaucoup à vous. Vous pouvez applaudir Monsieur Pisani-Ferry. Monsieur Pisani-Ferry, je ne résiste pas tout de même à vous poser cette question un peu personnelle, parce que je crois que beaucoup se posent la question ici. Vous êtes lié aux Vosges, Monsieur Pisani-Ferry, c'est cela, par votre maman, qui était de Saint-Dié. Voilà. C'est ça. Et qui avait le nom d'un arbre d'ailleurs. Elle s'appelait Fresnette, c'est ça votre... Non, ça c'est une histoire. Elle a été appelée Fresnette parce que mon grand-père, qui était à la guerre, était à Belferry, était à Fresnes, et quand elle est née, il a voulu l'appeler Fresnette. D'ailleurs, elle ne s'appelait pas Fresnette du point de vue de l'état civil. Elle s'appelait Geneviève, mais elle avait le deuxième prénom était Fresnette, et on l'a appelée Fresnette. Il y a un square Edgar Pisani, votre papa à Saint-Dié-des-Vosges, me semble-t-il. Oui. Merci d'avoir répondu à cette question un peu plus personnelle. À nos deux grands témoins, je vais poser la même question. Avant de donner la parole, mot de conclusion à notre vice-président Benoît Jourdain, si vous avez écouté avec grande attention, madame, monsieur, cette journée et les divers témoignages présentés, qu'est-ce que vous en avez pensé ? Qu'est-ce que cela vous a apporté ? Et quel sera votre mot de fin de journée, de fin de colloque ? Alors moi j'ai été surprise et pas tant que ça quand même, parce que on a une image du territoire des Vosges qui est très dynamique en matière de transition écologique, et vous l'avez redit cet après-midi avec à la fois beaucoup d'interventions, beaucoup de retours d'expérience, des échanges fournis, nourris, qui ont permis à chacun de se dire bah, tiens, il y a quelqu'un qui fait ça comme ça, ça m'intéresse, etc. Et vraiment, cette dynamique-là, elle transparaît à la fois dans les aides qu'on vous donne, parce que vous êtes un des départements où on donne le plus d'aides par habitant, et ça depuis plusieurs années. Donc, il y a quelque chose qui se passe dans les Vosges, donc soyez-en fiers, effectivement, et continuez à changer entre vous, parce que c'est ça qui est important. Nous, on peut vous apporter des expertises, mais le plus important, c'est l'expérience de chacun vers ses pairs, qui permet de parler vrai, de dire bah ouais, là j'étais vraiment emmerdée par l'agriculteur du coin ou par l'association Trucmuche. Comment tu as fait pour réussir à dépasser cet enjeu-là ? Et c'est vraiment ça l'expérience que vous avez. Donc surprise parce qu'il y a une bonne dynamique, et confortée au regard de ce qu'on voit nous à travers les chiffres de volume d'aide qu'on peut vous donner sur le département. Merci. Monsieur Pisani-Ferry, des rencontres comme ça, vous en faites partout en France ? Qu'avez-vous pensé de celle-ci en particulier ? Non, j'en fais pas partout en France. Je suis... j'étais très content d'être là, parce que vous l'avez dit, je suis vosgien, mais j'étais très content aussi d'être là, parce que pour moi, c'était un changement d'échelle. J'ai l'habitude de travailler plus sur les sujets nationaux, sur les sujets européens, sur les sujets globaux, mais c'est très important de voir comment
cette action s'inscrit au niveau des collectivités territoriales. Et moi, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est qu'il y avait des acteurs qui étaient représentés aujourd'hui, qui interviennent à leur échelle. Alors, j'ai posé tout à l'heure la question du passage à l'échelle, parce qu'il me semble que si on additionne l'ensemble de ce qui se fait, on est encore un peu loin de ce qu'il faut faire. Mais c'est quand même extrêmement important qu'il y ait tout cet engagement, toute cette conscience et toute cette action. Donc, j'ai appris beaucoup de choses. Merci. Monsieur le Président, Monsieur le vice-président, président par intérim, vice-président à la transition écologique. Parce que Madame la secrétaire générale était... Ça fait deux fois. Par intérim, mais c'était une plaisanterie, bien évidemment. Voilà, ça fait deux fois que je vous appelle président dans la journée. Le mot de la fin, vous avez ouvert ce colloque. Vous aurez donc la charge, l'honneur de le clore. Oui, bien, merci à vous. Bien évidemment, pour commencer, je voudrais remercier l'ensemble des intervenants. Remercier Mme Millon pour la qualité de l'animation de cette journée. Remercier nos grands témoins, Mme Pasquier, M. Pisani-Ferry. Je pense que c'était effectivement éclairant, prendre un peu de hauteur, d'avoir une vision un peu macro des enjeux qu'on essayait de partager aujourd'hui. Je ne sais pas s'il faut en sortir pessimiste ou optimiste de ces échanges. Bon, c'est vrai que vous nous avez dit que finalement, peut-être le coût de l'action est beaucoup plus important que ce qu'on a imaginé au départ, mais que d'un autre côté, c'est pas pour autant qu'il fallait ne pas agir et qu'on avait encore... on n'arrivera pas effectivement à inverser la courbe du réchauffement climatique, mais en tout état de cause, on peut l'atténuer, que même les actions à un petit niveau comme le nôtre peuvent y contribuer fortement. Et je pense que c'est ce que j'ai retenu. Alors, au moment où, je dirais, où nos dirigeants à l'échelle mondiale sont en train de discuter dans le cadre de la COP30 des enjeux de l'adaptation et de l'atténuation du réchauffement climatique, je pense qu'il faut qu'on soit conscient que, et c'était l'objet de ce colloque, qu'on a tous notre rôle à jouer et que, quelle que soit l'importance du projet qu'on mène, il est important. On parlait du colibri, c'est peut-être une caricature du colibri de Pierre Rabhi, mais c'est vrai qu'on a chacun notre rôle à jouer, et nous, collectivités locales particulièrement, le rôle, je dirais, concret dans les actions qu'on mène au quotidien, mais aussi le rôle, je dirais, de porteur de la bonne parole et d'essayer de contribuer à la sensibilisation de la population. Vous disiez tout à l'heure qu'il y avait moins de climato-sceptiques qu'il y en avait en Europe comme aux États-Unis. Il n'empêche que, même si les gens sont moins climato-sceptiques, ils ont quand même aujourd'hui d'autres préoccupations qui sont peut-être plus essentielles, en termes de pouvoir d'achat notamment. Donc peut-être à nous, collectivités, ou à nous, élus locaux, de porter ces paroles, de porter ces enjeux et de savoir convaincre nos concitoyens de l'importance de leur action. En tout cas, ce qui est certain, c'est que la transition écologique n'est plus une option, c'est une nécessité. Je pense qu'on s'en rend compte un peu plus chaque jour, et aussi une opportunité pour repenser nos politiques locales, améliorer la qualité de vie et renforcer la résilience de nos communes. Je reviens sur les échanges d'aujourd'hui. Je pense qu'effectivement, on a partagé des expériences intéressantes sur la présence de la nature en ville, sur la lutte contre les îlots de chaleur, sur la désimperméabilisation des sols. On a partagé des expériences aussi intéressantes sur la façon de construire autrement, de consommer moins de foncier, d'avoir des bâtiments plus vertueux en matière énergétique. Vous redire que le département des Vosges, dans la mesure de ses moyens, reste engagé. Alors j'ai bien entendu qu'il fallait que les moyens soient peut-être supplémentaires dans le cadre d'un budget revu d'investissement et d'emprunt, enfin d'une politique d'emprunt différente, mais en tout état de cause, le département reste, je dirais, vigilant et reste engagé sur ces questions de transition écologique et dans l'accompagnement qu'il peut apporter aux collectivités locales. Encore une fois, je vous remercie toutes et tous de votre participation. Je vous ai dit que je ne vous donnais pas rendez-vous l'année prochaine, puisque on changera de format, enfin on n'aura pas ce format de rencontre des solutions écologiques, mais en tout état de cause, si on peut, dans le cadre du congrès Amorce à Vittel, vous faire participer les uns et les autres à une partie des travaux, ça sera avec plaisir qu'on vous y retrouvera. Encore une fois, merci à tous de votre participation et bonne fin de journée. Mais il y a une très très grande chance
On habite dans les Vosges. Voilà, ce sera le mot de la fin, madame. Vous avez bien raison. Très bien.